et ça vous donne une ouverture énorme, hein. Vous pouvez travailler sur énormément d'aspects au sein d'une entreprise. Parce que vous voyez, vous avez fait de l'actuariat, mais vous avez fait aussi de l'actuariat financier, vous pouvez travailler dans une direction d'investissement, vous pouvez travailler dans une direction produit, vous pouvez travailler dans une, enfin voilà, en fonction de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous faites de l'ALM, vous avez une polyvalence énorme. Vous pouvez finir dans la direction des risques, vous pouvez finir en fonction actuarielle, donc c'est des opportunités. Ça vous donne une polyvalence qui est assez impressionnante. Et donc voilà, après, n'hésitez pas, le cours que je vous ai envoyé, de le rebalayer quand vous aurez le temps. Si dans la pratique, vous pensez qu'il y a des notions qui peuvent vous aider, hein, je vous ai envoyé le support. Et donc, il est, peut-être je vais vous renvoyer la version mise à jour. Il y a quelques petites corrections que j'ai passées. Et donc, n'hésitez pas, si plus tard vous êtes confronté à ces notions-là, de venir jeter un coup d'œil dans le document pour pouvoir bien appréhender chacune de ces notions-là. Bon, une fois qu'on a dit ça, le TP. Alors, qu'est-ce qui est prévu dans le TP? Donc, pour le cas 1, on l'avait corrigé la dernière fois, si je ne me trompe pas, non? Donc, on l'avait corrigé, je vous avais montré ça, un peu les calculs là. Ce sujet-là, il fallait calculer les taux forward, c'est-à-dire les courbes de taux projetées, année après année, et ensuite on déduire les taux forward avec les formules qui sont là. Le discount factor, c'était le produit des prix forward 1 an, ok. Alors je vais ouvrir, parce que je crois que je vous avais montré le fichier aussi, donc je vais vous l'envoyer juste à la fin du cours, le fichier de correction. On va ouvrir. Donc, qu'est-ce que je vous ai montré? Je vous ai montré ça aussi. Donc là, la courbe de taux, comment on en disait, les prix zéro coupon avec la méthode de bootstrap, qui est plutôt assez facile, les taux zéro coupon. Et donc, on pouvait faire une comparaison entre le taux forward, entre le taux ZC et le taux swap, qui se ressemblent un peu, et le taux zéro coupon, le CMS, et les graphes, voilà. Le forward 1 an a une sale tête, mais bon, c'est la courbe de taux de marché qui est comme ça. Ici, zéro coupon, on choquait donc en année T, égale 5, et ensuite on pourra en déduire les forwards, en calculant juste la différence entre le forward, celui-là et celui-là, là, et ensuite on étire la formule. Donc on peut en déduire ici. Ok, donc ça, ah pardon, là c'est mieux, vous m'entendez là? Vous m'entendez maintenant? Ok, parfait. Donc, K2. Qu'est-ce qu'on raconte par rapport au K2? On dit quoi? On dit... On s'intéresse au sujet du gap de duration et du réinvestissement et du risque de réinvestissement. On prend un portefeuille qui a 1000 contrats de retraite, ok. On suppose que tous les 1000 contrats, les 1000 clients, ils ont 50 ans tous, et qu'ils vont partir à la retraite dans 10 ans, c'est-à-dire en années 60, ok. Ils sont plutôt bien, hein, ils ont 50 000 euros d'encours moyen chacun. Et on dit que leur mortalité, c'est la table TH que je crois que je vous ai envoyé. On suppose que les sorties sont en rente. Ouais, c'est une correction rapide du K2.
il n'y a pas de rachat, donc là, je vous simplifie vraiment la tâche. L'idée, c'est pas de s'emmerder avec les rachats pour l'instant. Le taux technique, donc il y a un taux de revalorisation minimum des contrats, c'est 1,5. Quel est le montant des approvisionnements mathématiques à la date de liquidation des droits? Voilà, ça c'est très très facile, hein, normalement. Alors, je vais repartager tout. Je vais ouvrir le fichier Excel, je vais vous montrer, j'ai fait un petit calcul là, c'est rapide. Je suis embêté parce que je peux pas partager tout mon écran. Bon, si je veux partager tout mon écran, c'est pas très. On va partager tout, c'est pas très machin, mais bon. Attendez, non. Partager. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux pas? Ah si, je peux. On est où là? Ouais, il est là. Donc, ouais, c'est pas très compliqué là, hein, ici. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, j'ai 1000 clients, ok? Ils ont 50 000 euros, donc la PM de départ, c'est facile, hein, c'est 1000 fois 50, 50 000 euros. Donc la provision mathématique de départ, c'est 50 millions. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez, j'agrandis un peu ou c'est bon? Vous arrivez à voir? On va agrandir un peu. Ça, hop. Là, c'est mieux là ou pas? Est-ce que vous voyez mieux? Ok, si vous voyez très bien. Donc facile ici, hein. Vous voyez, moi là, je fais le cas sur Excel. Vous pouvez le faire sur l'outil que vous voulez. C'est plutôt facile. Donc, sa phase de construction des dépenses, on a dit 10 ans. Donc, je projette sur les 10 premières années son contrat, c'est provision mathématique. On a dit les intérêts techniques, ça c'est facile, hein. Les intérêts techniques, c'est 1,5. Donc, à chaque fois, je détermine quel intérêt technique je lui verse, qui correspond donc à 1,5 fois le montant de la provision. Par contre, il n'y a pas de rachat, c'est pas grave. Donc, je mets 0 en termes d'hypothèse de rachat. Mais il a la mortalité. On a bien dit qu'il est le client, enfin le portefeuille suit une loi de mortalité qui est cohérente avec la loi, pardon, avec cette loi-là. Donc, que je vous ai envoyé. Et donc, vous savez, les taux de décès, c'est la formule, c'est pas très compliqué. C'est 1 moins l'écart entre. Je vais agrandir encore, parce que gentiment qu'on voit pas très bien. On dit comme ça, hop, ici. Voilà. Donc, les taux de décès sont la table de mortalité, elle est là. Donc, ça donne à peu près le nombre de personnes en vie selon l'âge, hein. Et donc, pour savoir le nombre de personnes qui décèdent, bah, c'est ça moins ça. Et donc, ramener sur ça, donc ça me fait le taux de décès, c'est 1, c'est 1 moins ça divisé par ça. OK? Donc, cet taux de décès-là me permet de compter le nombre de personnes qui décèdent année après année à partir de 50 ans. Donc, j'ai fait juste le rapport des deux, vous voyez? Pas très compliqué. Ça me donne mon taux de décès. Et si j'applique ce taux de décès ici au nombre de contrats, ça me permet d'avoir le nombre de personnes qui décèdent année après année. Donc, je dois compter le nombre de personnes qui décèdent, hein, et je dois compter le montant de provision mathématique que je verse à ces endroits et qui correspond tout simplement au taux de décès multiplié par la provision mathématique. OK? Et du coup, monsieur, Oui. mais du coup, cette provision pour les décès, elle est reversée à la fin de l'année, donc elle doit être revalorisée ou pas? Non, non, justement, on fait l'hypothèse que c'est reversé en fin d'année, donc du coup, elle n'est pas revalorisée. On suppose que le décès arrive en fin d'année. Ah, d'accord. L'idée ici, c'est, j'essaie, hein, alors, une question intéressante parce que dans certains cas de modélisation, je suppose que ça arrive en milieu de période, donc il faut ensuite revaloriser sur une demi-période. Et là, ça commence à faire trop compliqué. J'ai pas envie. Enfin, l'idée, c'est rester très simple dans l'approche. On suppose que la mortalité arrive en fin d'année. La revalorisation arrive en fin d'année après la mortalité, d'accord? Donc, c'est-à-dire que moi, la mortalité, on fait juste le taux de décès multiplié par la PM de départ, ok? Donc, facile. La revalo, on suppose que la revalo arrive après la mortalité, donc c'est pourquoi je prends la PM, j'enlève la morta et j'applique ensuite mon taux
de revalo de 1,5 pour avoir mes intérêts techniques. J'ai pas de PB pour l'instant. Enfin, dans l'approche qui est supposée, je vous ai demandé de calculer juste le montant garanti. J'ai pas de rachat, ni partiel ni total. Et ma PM, à la fin, c'est juste la somme de ces machins-là. Ouais, c'est très facile. Hein. Par contre, attention, hein, il faut compter le nombre de contrats qui sont en vie. Et ça, c'est facile aussi. Vous appliquez chaque fois la probabilité de décès au nombre de contrats. Ici, vous avez eu deux décès, il vous en reste 994. D'accord, merci. Et donc, du coup, ça marche pareil, même s'il y avait eu des primes dans l'année. Oui, si ça avait eu les primes dans l'année, j'aurais eu, on va mettre ici, par exemple, prime ici, c'est ça. Donc, on va supposer qu'on a une hypothèse de prime où disons que chaque client verse, disons, 1000 euros par an, quoi. C'est peut-être beaucoup, on va mettre 500 euros, oui, 1000 euros, c'est pas grave, on s'en fiche. 1000 euros par an, chaque client. Donc ici, vous allez venir ici, vous voyez, c'est moi, prime, le client il verse 1000 euros, donc ça fait ça, fois 1000 euros par client. Alors, c'est vrai que si je dois faire le lien avec le TP que je vous ai donné, le TP3, la prime était définie comment? La prime était reversement, c'était en pourcentage de la PM, c'était 1%. On va faire le lien. On va dire la prime, c'est 1% de la PM. D'accord? Donc ici, la prime, c'est 1 fois 1%. OK? Donc c'est 500 millions, et donc lui, il fait la somme de tout. Donc il n'y a pas de problème. Donc sur la phase constitutive, je reçois 1%, vous voyez, tout. PM, il reprend celui-là, j'ai mes IT, ma morta, la prime qui est touchée sur la paie qui reçoit 1% du truc, et la provision mathématique de fin qui est juste la somme des provisions. C'est bon, j'ai agrandi un peu encore, c'est ça, vous arrivez à voir? Ah oui, merci. Ok. Vous voyez, c'est pas compliqué. Là, l'idée, c'est, on le fait très simplement, hein, on s'embête pas, on prend le, attendez, lui, les intérêts techniques, il arrive là, il a payé tac tac, non, il faut remettre les primes pour que ça marche, sinon on va avoir un petit sujet. Alors, voilà. Ça, c'est un contrat de capitalisation. Voilà, on regarde en taux garanti. Bon, si je mets les primes à zéro ici pour revenir à la question que je vous ai posée, le montant de la provision mathématique garantie au terme des 10 ans, c'est ça, c'est 53 523. Et le nombre de contrats que j'ai tout à cette fin-là, Monsieur, c'est... Oui, est-ce que vous pourrez revenir sur le calcul de la mortalité pour, par exemple, l'année 52? Je veux juste voir la formule, s'il vous ici, plaît. là. Pour la mortalité, oui. Oui, déjà, il faut reprendre la chronique des nombres Non, d'autres ouais, lois. pas- Ici, non, pas là. Là où c'est écrit mortalité. La colonne mortalité. Où on multiplie par la table de mortalité, du coup. ici, là. Je prends juste le taux de décès multiplié par le nombre de contrats de départ. Donc, à chaque fois, mettez open, j'ai mis open, mais début, fin. Mettez toujours début, fin. Ça vous permet de gérer beaucoup plus facilement le truc, sinon ça devient trop compliqué. Et vous mettez les flux entre les deux, d'accord? Je mets le début. Le début, je suis à 1000. Je dis, j'ai eu Oui, 6 décès. Et le 6 décès, ça correspond juste à la probabilité de défaut multipliée par le nombre de contrats de départ. oui. Et je passe à 94. L'année 2, je reprends le 94 qui est ici. Donc, l'opening de l'année 2, c'est le closing de l'année 1. Et je réapplique ma morta ici. Je reformule ma question. Du coup, pour calculer la mortalité, on fait le taux de décès multiplié par la provision plus Ah, c'est dévalorisé, c'est ça? ici, là, la colonne K. Oui, oui, la colonne K. Ouais, c'est juste ça. C'est juste probabilité de défaut de l'année 1 multiplié par la provision mathématique de départ. Ok, d'accord.
Vous voyez pas? Attendez, peut-être je vais changer le code J'ai cru couleur. que le 50, enfin, c'était la provision de départ initiale, elle était fixée. Parce que j'avais vu le dollar dans la première colonne, donc je croyais que c'était toujours fixé jusqu'à pour tous les autres calculs. Non, c'est pas fixé. Il n'y a pas de dollar, regardez. Ah, ok, ouais, j'ai mal vu. D'accord, merci. C'est tout, vous étirez, ça évolue en fonction du truc. Vous avez vos cash flow ici. Ok, merci. Vous avez la provision qui est là. Il faut compter le nombre de contrats. Hein. Dans le cadre du TP3, il faut compter le nombre de contrats. Hein. Parce que vous allez devoir calculer les frais. Je vais vous montrer après un peu comment ça va être goupillé. Mais vous devez faire, j'ai un nombre de contrats de début, je dois compter le nombre de décès et le nombre de rachats. Ici, j'ai pas de rachat total, hein, mais j'ai que les décès. Ça vous paraît clair ou pas, du coup? Donc, il a le montant de la provision. Et pareil, moi, je le fais pareil aussi. Opening, closing. Monsieur, vous m'entendez? Oui. Ok, je voulais savoir la provision mathématique minimale qu'on demande à la question 1, c'est le résultat de la colonne H 20, ou c'est quoi le résultat? C'est la somme de tout ou c'est juste le résultat au niveau de H20? Je sais pas. Regardez, vous avez la provision mathématique de départ. Ça, c'est l'année 0. Oui. Donc, au départ. Oui. Fin de l'année 1, vous avez, elle est là. Oui. D'accord? Ensuite, l'année 1, c'est bien le départ de l'année 2. Donc, vous voyez, c'est la même, hein, c'est la même qui est là. Ok. Et donc, la question qu'on vous pose, c'est quel est le montant de la provision cumulée en année 10? C'est-à-dire, au moment de la retraite, c'est 10 ans. Oui. Donc, soit vous prenez celle-là, soit vous prenez celle-là. C'est la même. Vous voyez? Oui. Donc, l'idée, c'est ça. Le client, ils ont 50 millions. Vous avez revalorisé leur contrat aux intérêts techniques. Il y a eu des décès. Vous avez payé des décès pendant 10 ans. Vous avez, à chaque fois, vous avez 10 flux. Hein, il faut bien assurer. Vous avez 10 flux. Et vous avez donc à chaque fois la provision mathématique qui correspond juste à la somme de tout ça. Et à la fin des fins, enfin, au moment du départ en retraite, ils ont constitué 53,523 millions d'euros en fin d'année 10, donc qui correspond au début de l'année 11. Mais voilà. D'accord. Et du coup, quand on demande la rente annuelle pas assurée, c'est juste divisé par le nombre d'assurés, c'est ça? Ah, là, au niveau de la rente, il faut faire attention. Parce que là, les clients, on dit en année 10, d'accord, on est là. Oui. En année 10, ils ont 53 523. Mais les 53 523, c'est sur la base de 932 clients. Oui. Donc, chacun a en moyenne un capital de 57 millions. Oui. Ils avaient 50 millions, ils sont passés à 57 millions. OK? Oui. Maintenant, il faut calculer le montant de la rente. Le montant de la rente, c'est une rente viagère. Et la formule, c'est donc de projeter. Je ne sais pas si ça vous parle, le calcul de rente. Oui. Oui, donc voilà, il faut donc recalculer un montant de rente en vous appuyant, effectivement. Alors, j'ai refait un calcul ici beaucoup plus simple, parce que j'aime bien quand c'est détaillé, comme ça c'est facile. La rente qui est calculée ici, je reprends donc ils ont tous 50, au moment de la retraite, ils ont 60 ans. Donc, Oui. vous voyez, ils ont leur âge, j'ai repris l'âge des assurés ici, regardez, vous voyez. Je mets l'âge de départ, et au moment quand ils vont en retraite, ils ont 60 ans. Oui. 60 ans, et donc ici, je reprends moi les tables de Morta. Je calcule le nombre de rentes avec les fameuses formules que vous connaissez. Et la rente, c'est juste le capital divisé par le nombre de rentes. Vous voyez? Et donc, c'est ce montant de rente qui vont toucher, chaque client va toucher 3 459 euros par an. Par an, ok. Voilà. Monsieur, est-ce que... Le nombre de rentes. Okay. Parce que nous, quand moi je parle de rente, je vois le AX et tout. Oui, c'est ça. En gros, j'ai calculé le AX ici. Parce que quand on me dit nombre, pour moi, AX, c'est le montant, mais je ne sais pas. Oui. En fait, c'est ça. Le AX, votre AX ici, vous allez calculer le montant de la rente. Vous allez calculer le AX, c'est la somme je crois que c'est la somme des LX. Je ne me rappelle plus très bien. Alors, comment Oui, il y a une formule. Voilà, somme des LX actualisée, machin. Donc, le AX, c'est ça. D'accord?
Et donc, le capital du client, c'est ça. Donc, la rente, c'est juste ça divisé par AX. Ok. Du coup, monsieur, l'actualisation, c'est le taux, Le taux technique. taux technique pour l'actualiser aussi? C'est pas le Oui. taux sans risque? Non, là, on parle pas de. Ici, pour l'instant, sur les rentes, on a un taux technique. Donc, quand c'est un taux technique, ça veut dire que c'est le taux de revalorisation minimum qui est garanti au client. Donc, il faut bien actualiser avec ce taux technique. Hein. C'est pas avec la courbe de taux de marché. Hein. D'accord, ok. La rente, vous avez garanti, vous dites à un client, vous avez une rente, je garantis que je vais revaloriser votre rente à 1,5. Bah, c'est avec ça qu'il faut calculer le montant de la rente. Hein. C'est pas avec la courbe de taux de marché, hein, attention. En fait, dans ma compréhension, la revalorisation s'arrêtait avant 60 ans. C'est-à-dire Non, dans la phase, le taux technique ici, c'est le taux de revalorisation minimum des provisions mathématiques. Vous voyez, il revalorise tout le temps. Hein. Donc, il est pris aussi en compte au moment du calcul de la rente. Hein. Ok. Après, dans la pratique, souvent, les contrats sont goupillés de telle façon qu'au moment de la conversion en rente, parfois, il y a un taux technique différent qui est retenu. Mais là, on fait simple. On ne veut pas, j'ai pas envie de complexifier le problème de façon trop. Oui, la question c'est quoi? J'avais une question. Revenez un peu sur le calcul du nombre de rentes. Non, c'est le AX en fait. C'est quand on dit nombre de rentes, c'est une façon de parler. Hein. C'est le AX. Hein. Donc c'est somme prod, actualisé là avec le facteur d'actualisation, c'est juste 1 plus le taux technique. D'accord? Donc, le facteur d'actualisation ici. Et gros, ici j'ai appelé ça nombre de rentes, mais c'est le AX. Hein. On va calculer le AX tout simplement. Hein. Il n'y a pas de sujet. Et à partir de là, le montant de rente, c'est quoi? C'est la provision divisée par le nombre de contrats et divisé par le AX. Ça donne le montant de rente. Alors, pourquoi mon résultat est différent ici? Parce que j'ai fait quoi? Attendez ici. Ah oui, parce que j'ai pas pris. Il faut prendre le nombre de contrats à la fin, en fin d'année 2000, en fin d'année 10. Voilà, j'ai le montant de rente qui est là. Et ensuite, le client lui verse la rente autotechnique et ça s'écoule dans le temps en fonction des probas. Donc, et le montant de rente qui est versé à tout le monde ici, c'est juste le nombre de contrats multiplié par la rente. Et quand le calcul est bien fait, vous avez le montant de la rente qui ne bouge pas. Vous revalorisez les montants de provision ici. Et c'est vous dans le temps. Et donc, là, vous pouvez avoir la totalité de vos cash flows du passif, qui correspond tout simplement à la somme de tout ça là, la somme de tous les flux, la morta, les rentes. Si on a mis les primes, tiens, si je mets un ici de prime, 1%, donne ça, et donc vous avez une rente qui est plus élevée, c'est normal. Et vous avez vos flux ici, qui vont jusqu'au bout, et vous recalculez une duration de MAC collée avec le taux de rendement interne, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous recalculez la duration de MAC collée en faisant une somme prod. Et ça vous donne à peu près une duration de 22 ans. On va remettre 0 ici. Hop. Donc sur le passif, vous avez une duration de 20 ans ici. Donc avec un taux, je vous disais tout à l'heure, le taux de rendement actuariel, il n'est pas loin du taux technique. Monsieur? Oui. Pour la question B, on a dit de tenir compte de la phase de constitution et de restitution. Ça veut dire quoi exactement? La phase de constitution, c'est ce que je viens de vous montrer, c'est sur les 10 années. La phase de constitution, c'est le client, oui. il a mis 50 millions et à chaque fois, bon là, j'ai mis une prime de 0, mais dans la vraie vie, il va cotiser un peu. Il va mettre des primes année après année pour essayer de gonfler son épargne. Ok. Et, donc, et dans la provision mathématique, on rajoute les intérêts techniques plus la prime. Oui, prime s'il y a, oui, bien sûr. Puisque c'est les versements que le client fait sur son contrat. Vous avez un contrat d'épargne, vous avez mis, je sais pas moi, 10 000 euros au début, et ensuite vous mettez 1 000 euros chaque année, et donc votre épargne augmente. Et donc c'est ce qui se passe ici. Le contrat augmente. D'accord. Merci. Et donc voilà, à la fin, et maintenant, quand il arrive ici, vous voyez, ça c'est la phase de constitution.
Et la phase de rente, c'est au moment où vous commencez à payer la rente, donc c'est à partir de l'année, c'est entre l'année 10 et l'année 11, quoi. Voilà. C'est là où il commence à verser la rente. Et donc la rente commence à tomber ici, et jusqu'au moment où il n'y a plus personne. Donc tout à la fin ici, bon, il y a un dièse 0, mais c'est pas grave. Tout à la fin, il n'y a plus personne. Les clients ne sont plus là, et on peut donc avoir la totalité des flux du passif. Donc là, par exemple, on a une approche de type analyse, on appelait ça la technique de génération 1, analyse statique. Vous avez votre portefeuille de passif, vous regardez, vous estimez un peu les flux futurs, toutes choses égales par ailleurs. Vous voyez, je n'ai pas de sujet de revalorisation ici. Donc la PB est à 0. Je mets juste les intérêts techniques et je donne à peu près quel est mon passif garanti. Sur la partie actif, on a construit la courbe de taux. Tout à l'heure. Et donc, ce qu'on dit dans la stratégie, alors, qu'est-ce qu'il dit dans la slide? On va revenir. Dans la slide, on dit quoi? On dit calculer la duration, on l'a vu, c'est à peu près 20 ans. On suppose que, attendez, je vais partager tout, comme ça vous allez voir. Hop. On suppose que le marché est composé uniquement des actifs obligataires et monétaires, voilà la courbe de taux effectivement qui a été construite, et le spread est nul, voilà, c'est pour faire simple, et on décide d'investir sur une maturité 10 ans, en t égale 0, et le monétaire, c'est le taux forward 1 an. Montrer que le taux de rendement actuel d'une obligation paire est égal au taux de coupon. Ça, c'est une bonne question, ça. Je pense que l'année prochaine, je vais donner son évaluation. Il y aura une évaluation qui sera plutôt sur papier, et ça, c'est une bonne question. Donc, regardez ça, parce que ça va vous aider pour le cas. Normalement, sur Excel, c'est facile à voir, mais attendez. Comment je partage pour que vous voyez tout? Je vais partager l'intégralité, comme ça vous allez voir tout. Écran 2. Voilà, comme ça. Ça va me permettre de basculer beaucoup plus facilement. Voilà, c'est parfait. Donc on peut basculer facilement du document PPT vers... Voilà, parfait. OK. Donc, montrer... Alors, sur Excel, c'est facile. Hein. Sur Excel, ici, on dit un peu. Facile, donc j'ai 50 millions de PM, je dis que j'achète 75% d'actifs obligataires, donc j'ai investi donc là-dedans, j'ai investi combien? J'ai investi 75%, donc ça me fait 37,5 millions. Quel est le taux, quel est mon taux maturité 10 ans? Rappelez-vous, c'est le taux swap, c'est le taux couponné. Le taux couponné, il me donne donc un montant de coupon qui correspond à peu près à 3,24% de ce nominal-là. Est-ce que je vais trop vite? Parce que du coup, je suis un peu embêté. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de raconter là. Je reviens sur la courbe de taux. Elle est où cette courbe de taux que je vois tout à l'heure? Elle est là. Ok. Je vous ai montré, tout à l'heure on a fait la courbe de taux, ok, TP1, on a reconstruit, on a construit les CMS, on a construit les zéro coupons, on a recalculé les forwards. Donc si je veux acheter une obligation de maturité 10 ans en T égale 0, son taux de coupon c'est 3,24, ok. Si vous voulez acheter une obligation de maturité 10 ans en T égale 10, le taux de coupon c'est celui-là, ok. Si vous voulez acheter une obligation de maturité 15 ans en T égale 7, ah bah, vous venez ici, T égale 7 là, et je regarde la maturité, 15 ans, je suis ici. Donc le taux de coupon, c'est ça, ok? Donc, on dit en T égale 0, on va avoir une stratégie qui consiste à venir acheter une obligation de maturité 10 ans
OK, et donc j'ai besoin de récupérer le taux de coupon qui va correspondre à 3,24. Correspond à 3,24. Et donc le taux de coupon, c'est 3,24, ça me permet d'avoir les montants de coupons que je veux toucher année après année. L'obligation opère, l'amortissement est égal à 0, ça se recalcule facilement. On peut recalculer facilement que la valeur nette comptable reste fixe dès lors que l'obligation opère. J'ai la duration de mon obligation qui est de 8,7 ans et je peux calculer la performance financière année après année de mes titres. Donc je touche le coupon, l'amortissement c'est 0, la performance financière c'est ça. Et donc vous pouvez calculer même le rendement financier de ce truc-là, il va correspondre globalement à 3,24% chaque année. Okay, sur le flux monétaire, l'actif monétaire, c'est facile. On met les 25% restants. Donc, je mets 25% ici, c'est facile. C'est égal 0, 25% pour ça. Donc, c'est ça c'est mon allocation en actif monétaire. Et il suit le taux forward 1 an. Le taux forward 1 an, année après année, rappelez-vous, sur votre courbe de taux, ça correspond à ça. OK? Donc, j'ai le 1 an, année après année. Donc, mon rendement du monétaire, c'est 3,73 la première année, 3,87, ainsi de suite. Donc, si vous regardez bien ici, vous l'avez bien là, ici, là. OK? Donc, on peut calculer la performance de mon actif année après année, qui est juste, j'ai gagné comme performance financière 1, donc le monétaire plus l'obligataire, ça me fait ça, et donc ramener sur la totalité de mon actif, j'ai un rendement de 3,36, 3,40, et ainsi de suite. OK? Voilà mon actif. Mon actif va générer cette performance financière-là. Vous voyez que ça bouge dans le temps. Ça bouge dans le temps, pourquoi? Parce que la performance du monétaire bouge en fonction du taux forward 1 an. Donc, en fonction de votre forme de courbe de taux que vous avez ici, vous allez avoir une performance du monétaire qui va changer. Okay? Alors, soit vous n'avez rien compris, soit vous avez tout compris. Du coup, je ne sais pas trop c'est quoi le... Je vais vous envoyer le fichier si vous voulez. Hein. Oui, on veut bien. On est en T égale 0. Vous achetez votre actif obligataire. Vous connaissez le rendement, vous connaissez le coupon, vous l'avez acheté. Oui. Donc, le coupon, c'est 3,24% de votre Qu'on actif. récupère sur le fichier et voilà. Et vous allez l'avoir, voilà, donc, ce taux de coupon-là, la courbe de taux, c'est T égale 0. Vous avez acheté un actif obligataire en T égale 0. Vous dites, j'achète maturité 10 ans. Donc, le taux de coupon, le taux couponné, c'est 3,24. Pour le 3,24, c'est juste 3,24 multiplié par le montant du nominal, qui est donc de 3, facile. Hein. Donc, tant que vous avez l'actif obligataire en portefeuille, vous allez toucher un coupon qui va tomber année après année, jusqu'au moment où l'actif va arriver à maturité en année 10. Quoi. Donc, vous toucherez 10 flux, 10 coupons qui correspondent globalement à 3,24% de votre actif. Monsieur, Ouais. mais dans notre projection, c'est plus de 10 ans, c'est 20 ans, ça veut dire. Ah bah, je vous explique étape par étape. Hein. Après, je peux pas aller à la fin du résultat si vous voulez. Mais voilà. Je fais d'abord les 10 premières années, bah, c'est facile. Parce que là, ici, vous n'avez pas à vendre l'actif obligataire. Donc, c'est facile. Vous l'avez acheté, vous touchez les coupons, c'est facile. D'accord. Mais par exemple, dans le cas où on devra projeter le contrat, ça veut dire que on doit tenir compte en fait de la variation de la PM parce que si on part peut-être d'une PM de 50 millions, en année 2, elle ne sera pas forcément 50 millions parce qu'elle va varier. Oui, mais là, on est dans le TP1, là. Le TP2, pardon. Le TP2, Ok. il n'y a pas de sujet à regarder. Hein. Y a pas, on a dit, il n'y a pas de revalorisation, il n'y a pas de réinvestissement ici. Hein. D'accord. Donc, la question, c'était de savoir quel était le taux de rendement actuariel et calculer la duration de Macaulay de cette obligation. Donc, c'est facile. On a dit que le taux de rendement actuariel, c'est 3,24. La duration de Macaulay, c'est 8,7. D'accord? Okay. Et quel est le principal risque pour ce bilan? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Donc, je reprends. Le passif, on avait une duration de 22, enfin de 20. Et on a un actif obligataire qui a une duration de 8,7. Donc, j'ai un gap de duration qui est à peu près de
11 ans à peu près. Donc, du coup, ici, on est exposé à la baisse des taux. Pourquoi la baisse des taux? Je sais pas, parce que c'est 11 ans ou... Parce que, regardez, la duration de mon actif, c'est l'actif obligataire seul ici, c'est 8,7. Arrondissons à 9. Oui, donc le La gap, c'est... duration du passif, c'est 20. Oui, Donc, j'ai un actif qui est plus court qu'un passif. oui, Si les taux d'intérêt montent, je suis plutôt content parce que ça veut dire que mon passif va baisser. Si les taux d'intérêt montent de 1% à peu près, ça veut dire que mon passif va baisser de 20% à peu près. oui, Et mon actif va baisser seulement de 8%. oui. Donc, globalement, c'est plutôt une situation favorable pour moi. Oui. Donc, Mais excusez-moi, quand vous parlez de baisse d'actifs ou baisse de passifs, c'est-à-dire la baisse de la valeur du coup des éléments d'actifs ou... Ouais. Oui, c'est ça. Ok. Donc, c'est ça. Si vous calculez la valeur de marché de cet actif-là, vous calculez la valeur de marché de votre passif, et que vous actualisez donc à la courbe de taux et que votre courbe de taux monte, votre actif globalement va baisser moins vite que le passif. Donc, la situation de hausse des taux est favorable pour vous. Par contre, la situation de baisse des taux, vous allez avoir un actif qui va monter seulement de 8,7%, alors que le passif va augmenter de 20%. Donc, vous êtes exposé à la baisse des taux. Donc, vous avez un vrai risque de réinvestissement, là, du coup. D'accord? Monsieur, mais supposons que Et le... monsieur, dans ce cas, est-ce qu'une anticipation d'un achat de swap de taux peut régler ce problème? Oui, Monsieur? vous pouvez essayer de protéger effectivement votre bilan avec le recours à des instruments dérivés. Ou vous pouvez augmenter la duration de votre actif obligataire. Au lieu de partir sur le 10 ans, vous pouvez prendre du 15 ans si ça existe, par exemple. Monsieur? Oui. Dans le cas où les taux baissent, on a une augmentation de notre duration de l'actif. Non. Les C'est taux quoi? baissent. Oui, augmentation de la duration du passif. Non. On suppose qu'on a une valeur de l'actif et une valeur du passif. Oui. Si mes taux baissent, donc j'actualise moins fort mes flux du passif. Oui. Donc, on a plus de passif. Donc, ce que tout à l'heure on a appelé la valeur actuelle des flux du passif, là, Oui. je vais avoir une valeur actuelle qui va augmenter de 20%. Ok. Donc 20 fois le mouvement de taux. Alors qu'au niveau de l'actif, mon actif va augmenter seulement de 8,7 fois le mouvement de taux. Donc, j'ai augmenté de 8,7 au passif, à l'actif, pardon, j'ai augmenté de 20 au passif, et donc j'ai perdu le différentiel entre les deux. Ok. Donc c'est ça le risque de réinvestissement. Attendez, il ne reste plus qu'une dizaine de minutes. Ah non, on va quand même, si ça vous dérange pas, on va déborder un tout petit peu d'une dizaine de minutes pour que je puisse répondre à vos questions sur le cas 3. Attendez, qu'est-ce qu'on avait dit après? Calculer la chronique des rendements financiers. Donc je vous ai montré ici, c'est pas très compliqué. Il faut regarder titre par titre. Donc sur les 10 années, non, c'est pas ça. J'ai basculé sur le mauvais fichier. Donc, titre par titre, c'est facile. Sur la partie obligataire, on connaît la performance financière. Elle est connue dès lors qu'on a acheté l'actif obligataire, tant qu'il n'y a pas de défaut et tant qu'on ne vend pas. Sur la partie monétaire, c'est le taux forward 1 an. Donc, je calcule ça. Et donc, j'ai ma performance financière et mon rendement financier, c'est juste le rapport entre la performance financière et la totalité de la valeur nette comptable. Donc, qui bouge comme ça. Voilà. Sur les 10 ans. Si au terme de la 10e année, l'assureur décide de réinvestir, opère le remboursement de l'obligation sur une nouvelle obligation de maturité 10 ans. Donc, dans 10 ans, on suppose qu'on rachète un nouvel actif obligataire de maturité 10 ans. Donc, comment vous allez lire votre tableau? Vous venez dans 10 ans, donc T est là, 10 ans, je suis là, j'achète une nouvelle obligation de maturité 10 ans. Donc, le coupon doit être égal à 2,82. Alors, pourquoi j'ai un montant différent ici? Pourquoi il est sur 2,90? Parce que j'ai rajouté quoi là?
On a rajouté. Ah oui, parce que j'ai pris une courbe de taux qui est différente. Ok. Il faut que je reprenne la bonne courbe de taux. Tester. Bon, j'arrive pas à modifier là. Attendez. Il est 73, 15, 3, 21. Oui, c'est bien ça. Non, elle n'est pas la même, mais ici, là. Ok. Si, c'est la bonne courbe de taux. Et donc, en t égale 10, qu'est-ce qui se passe? T égale 10. Donc, je dois acheter, je recherche bien 10. J'ai rajouté un choc ici, mais il vient récupérer qui là? Il doit venir récupérer. Forward CMS, il est où là? Hop. Donc, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Donc, il vient reprendre les 3,82 ici. D'accord? Vous allez faire juste une formule comme ça. Alors, CMS 10 ans, donc 2,82, pardon. Et le taux de coupon, là, vous rachetez un nouveau truc avec tout le 3. On a réinvesti le 37 500 à un taux de coupon de 2,82. On a les 10, il me fait ça. Et donc, et le taux et l'obligation, le monétaire, pardon, ramène toujours le taux forward 1 an et vous pouvez recalculer un taux de rendement qui évolue en fonction du temps. Donc, c'était quoi la question qui était posée par la suite? C'était calculer la performance moyenne, ok. Quel est l'impact d'un choc d'accro de taux en année 5? Bon, voilà, c'est facile. Hein. Soit vous refaites le même sujet en venant cette fois-ci récupérer la courbe de taux choquée ici. Donc, vous avez la courbe de taux ici. Il faudra calculer le taux CMS ici, là, pour voir quels sont les impacts. Et vous allez voir que le rendement de l'actif, alors si on va faire un test ici, on va mettre moins 150 dp ici, juste pour voir. F9. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a un rendement qui a tendance à baisser beaucoup plus vite là que tout à l'heure. Vous voyez, donc c'est pas très compliqué à gérer le truc. Surtout la manière dont j'ai proposé le TP, c'est pour que ce ne soit pas trop compliqué pour vous à faire. Parce que si j'avais commencé à rajouter des éléments très très compliqués, ça aurait été très difficile à gérer comme ça sur Excel. Donc il faut juste faire preuve de bon sens et ensuite ça devrait marcher. Je vais vous envoyer ce fichier, comme ça vous allez regarder. Il faudra juste voir un peu comment ça se passe concrètement. D'accord? Est-ce que on se fait 15 minutes ou 20 minutes de questions-réponses sur le TP, sur l'évaluation? Oui. Excusez-moi, je sais qu'il y a des questions qui ont été posées, mais j'ai pas eu le temps de les lire. Je suis désolé, j'étais très très occupé. J'essaierai de vous répondre. Mais est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez commencé à regarder un peu? Est-ce qu'il serait temps d'entendre des questions à ce stade? Monsieur, Oui. déjà la structure des frais, la question. Moi, j'avais une question concernant le calcul des produits financiers. Donc, ce que je disais, c'est que la PM devait être réinvestie chaque année pour évaluer, en fait, vu que là, par exemple, dans cet exercice, on partait de la PM globale qui était à 50 millions, mais vu qu'on va projeter sur le modèle, la PM va varier en fonction des rachats des décès. Et chaque année, on devra réinvestir ou juste on se cède la PM de départ pour calculer les produits financiers. Bah non, je vous ai montré. Alors, en gros, le TP va ressembler. Ce que j'attends de vous, c'est quelque chose comme ça. Je vous montre un peu la solution, mais c'est. En gros, qu'est-ce qui se passe? La PM bouge en fonction de la revalo, il n'y a pas de débat, Oui. mais vous avez un actif en face. Hein. Votre actif, au début, en T égale 0, c'est ce qu'on explique dans le TP.
L'actif, on dit vous avez 1000 contrats, fois 50 000 euros d'encours, ça vous fait 50 millions. D'accord? En face, il y a 2,5 millions de fonds propres. Donc votre passif, il est comment? Vous avez 50 millions de provisions mathématiques au début, et vous avez 2,5 millions de fonds propres. Donc ça vous fait un total actif un total passif de 52,5 millions. Ce qu'on vous dit, c'est que vous devez investir 75% de ce machin-là dans un actif obligataire et 25% dans des actifs monétaires. Bah, c'est facile, hein. Du coup, votre actif, hein, on l'a dit, donc c'est 75% de ça, la partie monétaire, et 25% toujours de ça. OK? Donc ça vous donne la composition de votre actif au début. Maintenant, l'actif, l'obligation doit évoluer en fonction. Qu'est-ce qu'on dit là-dedans? On dit l'obligation, vous investissez la partie obligataire, alors, je dis où là? De maturité 10 ans, OK? Et le 25% de monétaire, c'est en cash. C'est du taux forward 1 an. Oui. Bilan de l'assureur, c'est facile. Je viens de vous montrer la réponse. Voilà, c'est 50 millions de provisions mathématiques, 2,5 millions de fonds propres. Et l'actif, vous faites de la bonne allocation d'actifs. OK? Ok. Vous devez projeter un bilan. Un truc tout à l'heure, je vous ai montré ça, mais c'est pareil. Vous avez quelque chose comme ça. Vous avez les différentes composantes de votre passif que vous devez projeter, de votre provision mathématique. Vous devez la provision de départ, les intérêts techniques, la PB, la mortalité, les rachats partiels, les rachats totaux, la prime et la provision mathématique de fin qui est la somme de tout ça. OK? Et vous devez, cette fois-ci, au niveau du nombre de contrats, avoir le nombre de contrats qui bougent en fonction du décès et des rachats totaux. Quand quelqu'un rachète son contrat, il n'est plus couvert, donc il sort complètement du truc. Et sur les frais généraux, vous devez recalculer vos frais généraux en fonction des informations que je vous ai données là, notamment, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit les frais de gestion, c'est par police, donc c'est 100 € par nombre de contrats. Frais de gestion des sinistres, vous devez compter le nombre de décès, 400 € pour un décès. Rachat total, 200 € pour un rachat total. Et les rachats partiels, c'est 1% du montant de la provision mathématique qui a été rachetée partiellement. Non, en fait, ma question, c'était juste relatif au produit financier. Mais je vois ce que... Mais je viens de vous montrer l'exemple. Le Oui, produit oui, financier, oui. vous prenez chaque actif et vous calculez sa performance financière. Oui, Chaque oui. actif a sa performance financière. Ok. Et ensuite, la somme des performances financières, ça donne la performance financière de la totalité de l'actif. Ok. Monsieur, Merci. Ouais, moi j'ai une question sur la structure des frais en fait. Je n'ai pas vraiment ouais. compris comment ça se passe et qu'est-ce que vous voulez. On s'arrête pour la question A sur une année sans projection et on nous demande de calculer le taux de prélèvement ou comme ce qu'on a fait la dernière fois en cours ou je sais pas. Reposez votre question. En fait, c'est par rapport à la question A, on demande le taux annuel de prélèvement sur un cours. Je demandais si on part de la composition du bilan à l'année 0 et qu'on fait est-ce qu'on doit faire ce qu'on a fait la dernière fois pour essayer de voir comment la PB impacte et tout. En gros, je sais pas trop quoi faire pour cette question. La question A. Est-ce que Ah, vous cette pouvez... question-là. Oui. Bah, c'est une question qui est intéressante dans la mesure où c'est aussi une question de tarification de vos contrats. C'est des questions qui soient intéressantes dans la mesure où c'est facile, hein. Ici, on dit l'assureur souhaite un résultat technique sur fonds propres de 6%. Oui. Donc 6% des fonds propres, ça fait combien? Ça fait un certain montant par an. Oui. Et donc, et on dit la totalité de ces frais de gestion. Enfin, c'est une question de tarification aussi. L'idée, c'est de quel niveau de prélèvement sur un cours un assureur peut décider s'il souhaite avoir un retour sur fonds propres de 6%. En fait, dans la question, il y a tous les éléments pour répondre à la question, hein. C'est pas... OK. Et du coup, on le fait pour juste l'année 1, c'est ça? Parce qu'on n'a pas encore projeté le bilan et tout ça. Ou Relisons encore la question. Là, on n'est pas en train de projeter, là, on dit juste
Le taux annuel de Un prêt. assureur il veut lancer un contrat où vous avez des fonds propres de 2,5%, pardon, de 2,5 millions, qui représentent un total, vous pouvez ramener ça sur la totalité du bilan pour voir en termes de proportion ce que ça veut dire. Et la question qu'un assureur se pose quand il faut tarifer un contrat d'épargne, c'est de dire, si je mobilise des fonds propres et que je dois avoir un retour sur fonds propres, un résultat technique qui représente 6% de mes fonds propres, sachant que mes frais généraux, c'est 0,5, combien je dois prélever de chargement sur un cours? Donc, chargement sur un cours, c'est-à-dire c'est le résultat. Pour avoir mon résultat technique, c'est chargement sur un cours moins les frais généraux. Ok. Et donc, Oui, je vois. enfin, je ne sais pas comment. Il y a tout dans la formulation. C'est la formulation qui n'est pas claire, c'est ça que vous dites? Non, mais j'ai compris ce qui est demandé. Oui, parce que je ne savais pas trop ce que c'était que prélèvement sur un cours, mais s'il y a une relation entre les chiffres, c'est juste. On en a parlé la dernière fois, on a dit que ça. le prélèvement sur un cours, c'est ce que l'assureur prélève sur la gestion des contrats. Donc, D'accord. c'est un pourcentage d'APM. Et en face, il a 0,5% de frais généraux. Donc, il doit gagner son gain, son résultat technique, c'est la différence entre le prélèvement sur un cours et les frais généraux. Oui. Et donc, question Oui. simple, quel prélèvement sur un cours en proportion il doit Ouais, prendre pour ouais. que son résultat technique représente 6% de ses fonds propres? Je sais pas, Oui, c'est pas clair non? oui, c'est clair maintenant, merci. Et une dernière question, c'est au niveau de la projection du bilan, le B. Calculer Ouais. la valeur cumulée des marges futures pour le scénario central et tout ça. Ouais. C'est pour ça que je demandais au début, c'était quoi la marge future et tout. C'est Du le coup, résultat, je vais mettre, résultat technique. ok, Marge future, ou encore appelé donc, ça veut dire qu'il faut juste projeter le compte de résultat, là. d'accord. Merci. C'était tout pour moi. De rien. S'il n'y a pas d'autres questions, ça veut dire que tout est clair pour vous? Monsieur, Ouais. c'est possible de remonter des questions, pas aujourd'hui, mais par mail. Après, j'aurai pas le temps. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faudra compiler vos questions et que le délégué envoie la liste des questions. Je répondrai aux questions à tout le monde pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Et comme ça vous permettra de travailler tous sur la même base. OK? Ok. Donc, remontez vos questions au niveau du délégué qui compile les questions et qui m'envoie un mail. Ensuite, je répondrai point par point à toutes les questions qui sont posées, à tout le monde, pour que ce soit faire, en fait. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a débordé un tout petit peu. Et donc, attends, je crois qu'il y a Ah, vous êtes au cours? Ok, bon, du coup, je vous laisse. Merci à tous. Et n'hésitez pas Alors, pour le TP, c'est à la fin du mois. Attendez, je vais peut-être en discuter d'abord avec avec le secrétariat de l'école pour voir. Mais je pense qu'on devrait le faire pour la fin du mois. Et je veux voir par rapport à votre planning si c'est jouable pour la fin du mois. Et ensuite, je vous reviendrai assez rapidement sur le délai. Merci à tous. Monsieur, juste pour savoir, on aura dans la foulée aussi les différents fichiers. Ah oui, je vais vous envoyer le TP1 et le TP2 là. Okay. D'accord.
Ok. Je vous l'ai envoyé Et ce aussi, soir. le document sur la fuite que je vous avais demandé. Oui, j'espère le retrouver. Ok. Merci. Ah, merci beaucoup, au revoir et bon courage à vous. Hein. Merci. Merci, au revoir. Merci.